Alors bonjour, on se retrouve donc pour le chapitre d'après qui est à la page 6 de votre cours qu'on aurait dû faire l'année passée, donc on est toujours dans la matière de quatrième. Alors, le premier point, on l'a vu donc tout au début du cours, c'est le fait que certaines molécules sont solubles dans l'eau et que donc pour pouvoir être solubles dans l'eau, elles vont se dissocier en ions. Donc quand on a la molécule AB, elle va se dissocier et se casser en un élément qui est positif, le premier, donc le A, et un élément qui est négatif, le deuxième, le B. Il va y avoir autant de charges plus et moins que on avait de valence, et après il suffit de pondérer. Donc si par exemple j'applique ça à MgCl2, pour avoir un exemple concret, j'ai Mg qui va devenir plus parce qu'il est devant, Cl qui va devenir moins parce qu'il est derrière. Ils deviennent autant de fois plus qu'ils ont de valence, donc Cl va devenir une fois moins parce qu'il y a un petit 1 au pied du Mg, mais Mg va devenir 2 fois plus parce qu'il y a un petit 2 au pied du Cl. Et ensuite, je vais pondérer un magnésium, 2 Cl, 2 Cl, et ça c'est mon équation de dissolution. Alors, si on fait une petite expérience et qu'on prend un générateur avec une ampoule et qu'on se place dans 4 situations. Donc on va constater que dans la première situation, l'ampoule s'allume de façon continue, que dans la deuxième, elle va clignoter et que dans la troisième, elle ne s'allume pas du tout. Si on regarde au niveau de ce qu'il y a dans la solution, dans la première solution, il y a 0 ion, dans la deuxième, il y a 1 ou 2 ions et des molécules qui sont non dissociées, et dans la troisième par contre, on a que des ions qui sont dissociés, donc des petites molécules qui sont plus et des petites molécules qui sont moins. On constate donc et on peut donc lier que l'électricité qui vient du générateur, qui passe dans la solution, qui arrive dans l'ampoule, circule dans une solution où il y a plein d'ions, circule un tout petit peu parce que l'ampoule clignote dans une solution où il y a peu d'ions, et ne circule pas du tout dans une solution où il n'y a pas d'ions. C'est ce qu'on appelle des solutions avec des électrolytes. Donc, une solution d'électrolyte fort va contenir des ions. Donc ici, dans la solution A, on a une solution d'électrolyte fort. Dans la solution B, on a ce qu'on appelle un électrolyte faible. Et dans la solution C, on a une solution de non-électrolyte. Un électrolyte, c'est quoi? C'est une molécule, AB, qui va pouvoir se dissocier en ions. Donc ça, c'est un électrolyte. Un électrolyte, c'est une molécule qui va donc se casser en ions positifs et en ions négatifs, et qui de ce fait va rendre une solution conductrice d'électricité. Dans le cas où il n'y a pas d'ions dans la solution ne conduit pas l'électricité simplement parce que les électrons vont se comporter un peu comme une bille de flipper, ils vont être attirés par les charges plus, repoussés par les charges moins, et donc se balader entre les charges positives et négatives dans la solution. S'il n'y a pas de charge, les électrons ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de la solution et ne peuvent pas avancer à l'intérieur. Ce qui nous amène donc à la définition de l'électrolyte, qui est en gros une substance qui va rendre la solution conductrice d'électricité, et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut qu'elle ait produit des cations et des anions. Ensuite, on passe à ce qui nous intéresse réellement ici, qui est la réaction de précipitation. Une réaction de précipitation, c'est une réaction dans laquelle on va former un produit qui est très peu soluble. Peu soluble, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se dissout pas. Par exemple, du calcaire. Donc, le calcaire, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est ce qui fait les traces blanches sur le bord des éviers ou dans la cuisine ou dans la salle de bain. Donc, c'est une molécule qui va donc se former à partir de la rencontre de deux autres ions. Donc, j'ai par exemple un ion plus et un ion moins qui vont se rencontrer et qui vont former une molécule AB avec une petite flèche vers le bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle un précipité. Le précipité, il est non soluble. Si vous essayez de nettoyer le bord de votre évier avec juste de l'eau, bien le calcaire qui s'est formé à l'intérieur
ne se nettoie pas juste avec de l'eau parce qu'il est solide. Vous pouvez essayer de le gratter, mais vous ne pouvez pas juste l'enlever. Alors, les précipités sont donc des molécules qu'on va noter avec soit une petite flèche vers le bas, comme ça, soit un petit S pour dire solide. Donc, attention de ne pas confondre. Donc un petit S, ça ne ressemble pas à un S ça. Je recommence. Un petit S, ça veut dire solide. C'est différent de soluble. C'est tout à fait l'inverse. Donc un petit S, ça veut dire une molécule qui est solide mais qui ne se dissout pas. Donc du sel de cuisine, NaCl, ça peut être solide, mais ça va se dissoudre. Tandis que ici, le PBI2, quand on vous dit qu'il est solide, ça veut dire que c'est un précipité qui s'est formé et que donc il ne va plus pouvoir se casser. Si vous prenez PBI2 et que vous essayez de faire PB2 plus 2I-, qu'est-ce qui se passe? En réalité, cette réaction-là, elle est impossible parce que c'est un précipité et qu'un précipité, en gros, c'est un solide qui ne se dissout plus. Une fois qu'il est formé, il reste formé. Pour venir le dissoudre, vous allez devoir venir l'attaquer avec d'autres réactions, comme par exemple pour nettoyer le bord d'un évier ou les traces de calcaire, on utilise du vinaigre. Alors, une réaction de précipitation, ça s'écrit en 3 étapes. Les 3 étapes étant une équation moléculaire, une équation ionique et enfin une équation ionique simplifiée. Alors, l'équation moléculaire, comme son nom l'indique, elle implique des molécules. Ceci est une molécule, ceci est une molécule, ceci est une molécule, ceci est une molécule. D'accord? L'équation ionique, elle va impliquer les mêmes molécules, mais qui tiennent compte si ces molécules sont dissociées ou non en ions dans l'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une réaction a lieu entre du PbNO3 et du Ki, en réalité, ce qui est dans le milieu, c'est des ions de Pb2+, des ions de NO3-, des ions de K+, et des ions de I-. Pourquoi ce sont des ions? Parce que toutes ces molécules, le fait qu'elles soient aqueuses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont en solution, et si elles ont été en solution, une molécule qui est soluble en solution fait quoi? Fait A+, plus B-, elle se dissocie. Donc, quand on veut écrire cette équation moléculaire sous forme d'équation ionique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dissocier chacune des molécules qu'on a dans l'équation moléculaire en les ions qu'on rencontrerait si la molécule était dans l'eau. Donc, PbNO3, si je la scinde en ions, ça fait 1 Pb2+, et 2 NO3-. Ki, ça fait 2 K+, et 2 Ki. Ensuite, de l'autre côté, même chose, sauf que ce qu'on a dit, c'est que PbI2, il est solide, il ne se dissocie pas dans l'eau. Donc, lors de la réaction de précipitation, une fois que PbI2 s'est formé, il reste intégralement sous forme de PbI2. Le KNO3, par contre, lui est toujours soluble, c'est ce qu'on met avec le aqueux, donc on va l'écrire sous forme d'équation ionique avec 2K+, et 2 NO3-. Ça, c'est l'équation ionique. Vient ensuite la dernière étape. La dernière étape, c'est quoi? C'est d'écrire ce qu'on appelle l'équation ionique. Donc, j'ai toujours des ions, mais simplifiée. Simplifiée, c'est quoi? Eh bien, c'est-à-dire qu'elle va tenir compte que des ions qui ont participé à la réaction chimique. La réaction chimique ici, c'est quoi? C'est le fait d'avoir formé du PbI2 avec le Pb2+, qui a rencontré du I-. Les autres atomes, les autres ions, ils n'ont pas fait de réaction chimique, ils sont là avant sous forme d'ions et ils sont encore là après sous forme d'ions. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va les simplifier parce qu'ils sont là avant et après la réaction dans la même nature. Donc ils sont simplifiés et il me reste à recopier pour l'équation ionique simplifiée que les éléments qui interviennent dans la réelle réaction chimique, c'est-à-dire Pb2+, plus 2I-, qui donne du PbI2, et ça tient compte simplement
de la réaction qui a réellement eu lieu. Les ions NO3 et les ions K+, c'est ce qu'on appelle des ions qui sont spectateurs. Ils sont là avant et ils regardent l'équation se faire, mais ils n'y participent pas. Donc la réaction chimique, quelle est la molécule qui est formée réellement lors de cette réaction moléculaire? C'est du PBI2. En réalité, on dit que le KNO3, c'est pas une molécule qui est réellement formée, parce qu'en fait, si vous venez rajouter quelque chose dans le milieu qui a envie de réagir avec du K, par exemple, eh bien le K va se fixer à cet élément que vous auriez rajouté, parce qu'il n'est pas réellement fixé au KNO3. Dans l'équation moléculaire, en fait, on a l'impression qu'on forme deux molécules, mais dans la réalité, on n'en forme qu'une seule qui est le PBI2. Donc, en résumé, une réaction de précipitation, c'est une réaction dans laquelle on a formation d'une molécule qui est insoluble. Donc, c'est une réaction où on forme une molécule qui est solide, insoluble ou qui est précipitée. Tout ça, ce sont des synonymes. Et cette équation de précipitation, elle se passe en 3 étapes. La première, c'est une équation moléculaire. La deuxième, c'est une équation ionique. Et la troisième, c'est l'équation ionique simplifiée. Donc dans l'équation moléculaire, j'ai donc des molécules. Dans l'équation ionique, j'ai des ions, mais uniquement pour les molécules qui sont solubles. Donc la molécule qui n'est pas soluble, elle va rester sous la forme de molécule parce qu'elle ne peut plus se redifférencier, se redissocier en ions. Et dans l'équation ionique simplifiée, on a uniquement les ions qui interviennent dans la réaction. Donc les ions et le précipité qui est formé. Le reste, c'est ce qu'on appelle des ions spectateurs. Les ions spectateurs, c'est des ions qui sont là avant et qui sont là après, mais qui ne rentrent pas en jeu dans l'équation réelle qui a lieu. Donc, comment est-ce que ça va se passer au niveau des exercices? Eh bien, si on a un exercice, par exemple, on dit d'écrire l'équation moléculaire ionique et l'équation ionique simplifiée de la réaction entre du sulfate de cuivre et du chlorure de barium, sachant que le sulfate de barium est insoluble dans l'eau. Donc, on va commencer par écrire l'équation moléculaire, sulfate de cuivre 2, CuSO4, donc il est aqueux, parce que c'est une substance qui va être soluble, avec du chlorure de barium, BaCl2. Il va se former du CuCl2 et du BaSO4. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que le sulfate de barium est insoluble dans l'eau, ça veut dire que lui, il est précipité. À partir de ce moment-là, ça veut dire que celui-là n'est que précipité et que donc je ne pourrai jamais l'écrire sous forme dissociée Ba2+, et SO4 2-. Donc dans l'équation ionique, je vais séparer toutes les molécules qui sont solubles, c'est-à-dire CuSO4, ça donne du Cu2+, plus du SO4 2-. Le Ba, ça donne Ba2+, plus 2Cl-. Ça donne un Cu2+, plus 2Cl-. Et ça donne mon BaSO4 qui est toujours sous forme de précipité. Et pour passer à la dernière étape, je vais simplifier
les éléments qui sont des ions spectateurs à gauche et à droite de la réaction pour ne recopier dans l'équation ionique simplifiée que les éléments qui interviennent réellement dans la réaction chimique. Donc la réaction chimique de cet exercice, c'est la formation du BaSO4 qui est précipité. Et qu'est-ce que j'ai besoin pour former ce BaSO4? Un SO4 2- et un Ba2+. Et ça termine mon exercice. Donc, j'ai toujours une équation moléculaire qui tient compte des molécules, une équation ionique qui transforme les molécules qui sont solubles en ions, et une équation ionique simplifiée qui ne tient compte que de la réaction qui a lieu. Ça veut aussi dire qu'une réaction ne peut se produire que si les ions ont l'occasion de se rencontrer. Exemple, si j'essaye de faire une réaction entre du CaCO3 qui est du calcaire et du NaNO3, en réalité, cette réaction-là va être impossible. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait réaction, il faut que Ca et CO3 se séparent et que Na et NO3 se séparent, que tout ça ait lieu de préférence dans un milieu qui est aqueux, c'est-à-dire rempli d'un solvant comme par exemple de l'eau, et que les molécules, les ions, puissent se re-rencontrer pour se recombiner. D'accord? En réalité, dans une molécule, vous savez que les atomes font l'octet, donc a priori, les atomes d'une molécule n'ont pas de raison de se défaire de leur partenaire pour aller voir ailleurs et se combiner avec quelqu'un d'autre. La seule raison pour laquelle ça se fait, c'est parce qu'en réalité, la plupart des réactions sont en milieu liquide et que quand vous mettez cette molécule-là dans un milieu liquide, eh bien vous vous retrouvez avec des petits Na+, qui sont donc en balade dans le gobelet, des petits NO3- qui sont en balade aussi dans le gobelet, et qui, s'ils rencontrent quelqu'un d'autre, vont du coup se recombiner avec. Mais à partir du moment où j'ai dans mes réactifs une molécule qui est insoluble, Na et NO3 ne pourront jamais rencontrer Ca et CO3, car Ca et CO3 vont rester tout le temps combinés l'un à l'autre. Donc une réaction est impossible si l'un des deux réactifs est insoluble. Alors maintenant, comment savoir si une molécule va être solide ou soluble? Eh bien, il y a ce qu'on appelle les règles de solubilité. Alors les règles de solubilité, c'est le tableau que vous trouvez donc à cette page-ci. Et il faut savoir que pour les utiliser, la règle qui a le plus petit numéro l'emporte toujours. Donc, on vous dit par exemple que tous les composés qui contiennent du Li, du Na, du K, du NH4 sont solubles. Que tous les composés qui contiennent du NO3, du ClO3, du ClO4 et du CH3COA sont solubles aussi. Que les composés qui contiennent du Ag, du Pb et du Ag2+, sont aussi insolubles. Que les composés comprenant du Cl, bref, vous savez lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple j'ai un composé de Li2CO3, la règle numéro 1 me dit qu'il est soluble, la règle numéro 5 me dit qu'il est insoluble. C'est quelle règle qui gagne? J'ai dit c'est celle avec le plus petit numéro, donc ce composé-là va être soluble. Donc, pour les exercices qui vont suivre, donc là il faut juste déterminer si c'est ou pas
soluble ou pas. Mais les exercices pour écrire les équations, voilà, pour l'exercice 5, écrivez l'équation moléculaire ionique et ionique simplifiée de toutes les réactions du 4. Ça veut dire que ce que vous allez devoir faire, c'est prendre BaCl2Na2SO4. Premièrement, vérifier que les deux réactifs sont bien solubles en utilisant les règles de solubilité. Donc BaCl2, règle numéro 4, tous les composés du Cl sont solubles. Il n'y a rien qu'on dit par rapport au Ba, donc le BaCl2 est soluble. Vous faites la même chose avec le deuxième. Vous écrivez l'équation moléculaire ici et vous vérifiez dans les composés, dans les produits, quel est celui qui est ou non un précipité. Celui qui est précipité, il est précipité et il ne sera pas dissous dans l'équation ionique et pas dissous dans l'équation ionique simplifiée. Et donc, vous écrivez l'équation moléculaire ionique et ionique simplifiée pour tous ces exercices-là. Donc voilà, les règles de solubilité, comment vous les utilisez. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire les exercices et je vais revenir et vous poster la vidéo qui corrigera ces exercices, disons, fin de semaine. Alors, bon travail. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un message.